Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Démarrons sans filet. Nous avons d'emblée décidé de grimper le programme du Salon de l'Escalade par la version la plus pure de l'escalade, le solo intégral. Tu veux que je reprenne? Une discipline qui consiste à grimper sans corde, sans partenaire, mais aussi sans matériel de protection pour s'accrocher à la paroi. C'est donc avec les mains moites que je me présente devant vous, cher public, pour essayer de remonter la voie d'une pratique qui a bien clippé des passions depuis les exploits des premiers grimpeurs sans bodard. Parce que le free solo, en VO, incarne à la fois la quête ultime de la maîtrise de soi, mais soulève aussi des questions fondamentales sur la responsabilité et les limites de la prise de risque. Il se balance sur la corde sensible d'une fascination sans pareille qui engage ses acteurs dans tous les sens du terme. Donc c'est avec le cœur qui bat la chamade, mais l'assurance d'un plaisir sommital, que je reçois trois grimpeuses, oserais-je dire trois légendes au vol, qui ont marqué l'histoire du solo intégral. Catherine Destivelle, bonjour. Bonjour à tous. Légende de l'alpinisme française, vous êtes 3 fois championne du monde d'escalade, et à ce jour, la seule femme à avoir été distinguée par un piolet d'or, sorte d'Oscar de l'alpinisme pour l'ensemble de vos œuvres sur le rocher et dans les montagnes, notamment pour vos ascensions en solo sur les 3 faces nord des Alpes. Mais quand vous n'êtes pas en chaussons, vous glissez dans le rôle des directrices des éditions du Mont Blanc. On vous doit, parmi bien d'autres ouvrages, notamment une superbe BD sur l'histoire de l'escalade, co-signée avec David Chambre et Laurent Bidault. Et on peut vous voir à la télévision en ce moment même, sur Arte, incarner les origines de l'alpinisme en Grande-Bretagne dans un chouette documentaire. Merci mille fois d'avoir répondu à notre invitation. Alexis Landau, bonjour. Bonjour. Et merci d'être présente sur panel. Représentant de la nouvelle génération de grimpeurs en solo, vous vous consacrez à l'escalade urbaine en vous attaquant à des gratte-ciels en ville, notamment à La Défense. Exactement. Vous faites partie du club très resserré d'athlètes qui s'aventurent en haut des tours à travers le monde. La preuve en est, vous êtes suivi par des millions d'abonnés sur votre compte Instagram qui suivent vos exploits. À 24 ans, vous avez grandi d'innombrables buildings et en fin d'année 2023, vous avez notamment réalisé une ascension toute particulière, certes encordée cette fois-ci, la tour Burj Khalifa à Dubaï qui, avec ses 828 mètres d'altitude, est la plus haute structure du monde. Et vous avez réalisé cette ascension avec un certain Alain Robert. Alain Robert, bonjour. Bonjour. Bien avant la médiatisation du solo intégral, 30 ans avant la consécration internationale du documentaire d'Alex Honnold aux Oscars, vous réalisez déjà les solos les plus téméraires du monde sur les falaises françaises. D'aucuns vous considèrent comme le meilleur soloiste au monde, puisque malgré un lourd handicap physique hérité d'une chute, vous avez signé un palmarès encore inégalé aujourd'hui, un grand nombre de voies difficiles et très aléatoires sur le rocher. Puis, dans votre deuxième vie de grimpeur, vous avez transité, vous vous tournez vers l'escalade de building, où vous engloutissez les gratte-ciels les plus connus du monde entier. Vous devenez alors le French Spider-Man. Sorte de légende bien connue au-delà du monde des grimpeurs. Vous êtes aussi présent ici en tant que parrain du Salon de l'Escalade. On vous en remercie chaleureusement. Quant à moi, je suis déjà monté une fois sur la dernière marche d'un escabeau pour réparer une applique. Je m'appelle Mathieu, je suis journaliste pour Vertige Média, jeune média digital aussi frais qu'original qui traite de l'escalade par le prisme des évolutions culturelles, sociales et politiques de nos sociétés. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais vous dire aussi que cette table ronde se voulait interactive. Nous consacrerons les 20 dernières minutes à vos questions, donc vous pouvez, n'hésitez pas à les préparer dès maintenant au fil de l'échange. Dans une première partie, mes chers invités, j'aimerais qu'on parle des motivations et de l'approche personnelle qui vous distingue en fait dans le free solo. Et la première question, j'aimerais vous la destiner, Catherine. Elle est simple, elle est basique. Comment en êtes-vous venu à pratiquer le solo intégral ? Alors, je l'ai pratiqué assez jeune, car j'ai commencé au cadet du CAF. Le cadet, c'était à partir de 12 ans. Et donc, il se trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens pour encadrer. Et comme j'avais envie de grimper, j'ai commencé un peu en solo dans des falaises de Bourgogne. Vous commencez à 12 ans, vous dites je vais grimper en solo sans corde. Non, c'était des voies faciles, mais voilà, j'ai commencé comme ça, et en fait, peut-être aussi dans ma tête, ça m'a appris à gérer mes émotions Ok. très jeune. D'accord. Et j'ai commencé comme ça, puis après, bah, voilà, mais moi, j'en fais très très peu du solo. J'en ai fait, mais pas aussi souvent que Alain, Que Alain, ouais. et pas au même niveau. Hmm. J'ai toujours eu beaucoup de marge,
Et j'ai toujours fait des choses très faciles par rapport à mon niveau. D'accord. Donc c'est un peu différent de ce qu'a fait Alain. Oui, bon, on va en parler, mais vous vous distinguez quand même par quelque chose d'une approche du solo en haute montagne. Oui, alors C'est j'ai fait pas la même mal de chose solos en haute montagne, mais Ouais. tout en sachant que j'avais de la marge. Et puis je partais pas sans biscuit, j'avais un bout de corde au cas où. Ok. Ce qui change beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire que dans la tête, on est plus Ouais. serein. Donc Ouais. si ça va pas, alors même si je l'utilise pas, mais je sais que je peux, D'accord. si jamais j'ai un problème. D'accord, très bien. Alain, la pratique du solo, elle pourrait se résumer par une phrase aussi un peu cash. Une chute et c'est la mort. Voilà, si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Ok. Voilà, très les lyrics. Les lyrics. Vous, après ce que vient de dire Catherine, justement, elle vient un peu de l'introduire. Vous avez quelle relation face au risque? Ben, moi, personnellement, le risque, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. On vit en fait dans une société qui est complètement risque Sécuritaire. adverse, comment on dit en français, Sécuritaire. je sais plus. Et donc ça c'est un petit peu quelque chose qui me gêne parce qu'en fait moi je me retrouve pas dans cette formule de vie, dans cette formule de société. J'ai besoin de sentir que je m'engage en fait, que j'arrive à flirter un petit peu avec mes limites entre la vie et entre la mort, quoi, hein. Donc c'est un petit peu particulier. Donc je sais que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ma démarche psychologique. Par contre, je suis pas suicidaire. La preuve en est, ça fait 50 années que je fais de l'escalade en solo. Il y a eu une époque de ma vie qui a duré environ une dizaine d'années où j'ai passé, où je grimpais des voies entre le 7e degré et le 8e degré en solo au quotidien. Donc c'est déjà quasiment, c'est très étonnant. C'est même un miracle que je m'en sois sorti. Et puis après, je suis passé sur les gratte-ciel, ce qui est une escalade beaucoup plus facile, beaucoup plus évidente, parce que pas très aléatoire. Et puis on a toujours quand même des prises qui crochettent. Donc même si c'est très impressionnant, il n'y a pas cet engagement qu'on a en escalade, où il y a par exemple des prises qui sont rondes, des prises qui sont petites, des adhérences pour les pieds, des jetés. Donc il y a tout un panel qu'on retrouve dans l'escalade solitaire sur le rocher, qu'on n'a pas du tout sur l'escalade des buildings. On va en parler notamment avec Alexis juste après, mais pour peut-être un élément biographique pour la salle, pour justement aussi expliquer votre relation face au risque. Il y a cette chute que vous faites qui est en 82, qui est quasi mortelle. Vous passez une semaine dans le coma, vous bousillez complètement les poignets, les avant-bras, les coudes, etc. Est-ce que cette chute, elle a été déterminante aussi dans cette relation face au risque, dans la notion que vous avez aussi du free solo et du solo intégral et des risques que vous prenez? Ben, moi, cette chute, elle m'a pas particulièrement marqué, hein. J'aurais dû théoriquement mourir parce que quand on chute de 20 mètres, tête la première, et qu'on atterrit les mains en avant sur une dalle en calcaire, les poignets, ils ont explosé. C'est-à-dire que quand je dis exploser, les gens ne comprennent pas. Les gens parlent de fracture. Là, on parle de fracas osseux, c'est-à-dire que tout est en miettes. J'ai plus d'articulation. Je me suis esquinté 2 nerfs, donc j'ai 2 doigts qui ne fonctionnent plus. J'ai des muscles qui n'existent plus, comme le muscle de la pince entre le pouce et l'index. On voit que ma paume de la main elle a un truc bizarre, parce que pareil, il n'y a pas de viande, donc il n'y a pas de... Et donc c'est vrai que ça paraît curieux tout ce que j'ai réussi à faire en escalade, en sachant que principalement... les mains d'un grimpeur, c'est un petit peu ce qu'est le ciseau à bois pour un sculpteur. Oui, bien sûr. Donc quand on dit que j'ai 66% d'invalidité, c'est principalement 66% d'invalidité localisée sur les mains et sur les coudes. Et c'est à partir de là, 82, que vous faites en fait vos plus grands exploits en solo intégral, ce qui est assez paradoxal. On y reviendra. Je voudrais laisser la parole à Alexis. Alexis, j'aimerais vous renvoyer un peu la balle aussi de cette notion face au risque, parce que vous inspirez beaucoup d'ailleurs des 2 personnes qui sont là avec vous, et notamment de Catherine. Vous citez beaucoup en interview que la philosophie avec laquelle vous grimpez ces buildings, donc, parce que vous ne faites pas de rocher,
peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi aussi, elle est déterminante et en fait, elle vous accompagne au quotidien dans vos ascensions. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai pas eu le temps de le dire. Effectivement, Alain et moi, on partage la passion urbaine, mais c'est vrai on est assez différents sur notre approche. Et mon approche se retrouve beaucoup plus en Catherine, justement. Enfin, je me retrouve plus dans ses mots, en tout cas. Effectivement, j'aime bien me sentir à l'aise. Et c'est pour ça que je grimpe, en fait. Moi, je grimpe à la base, bon, pour faire la version courte, on va dire, pour résumer plusieurs années faire la version d'introspection. moyenne, Bon, on va faire une version moyenne. Pour résumer plusieurs années d'introspection, j'ai beaucoup d'anxiété, naturellement. Et en fait, je déteste le danger, les risques qu'on ne contrôle pas. Et aujourd'hui, dans notre société moderne, on est soumis à beaucoup de risques, mais on n'a aucun levier d'action dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'anxiété, elle ne sert plus à rien. Être anxieux pour un accident de voiture, c'est pas ça qui va l'empêcher d'arriver. Pareil pour se réveiller un jour avec un cancer, voilà, on peut rien y faire, on peut rien faire pour prévenir ce risque-là. Et le fait de ne pas pouvoir prévenir des risques et de ne pas pouvoir les anticiper, de rien pouvoir y faire, c'est ça qui au quotidien me rend anxieux et m'empêche d'être vraiment dans l'instant présent, d'être vraiment moi-même. Et la concentration que je retrouve quand je fais du solo, c'est une forme de bien-être où tout le reste est oublié et je suis uniquement concentré sur mes sensations. Et ça fait un bien-être fou. Donc en fait, moi je fais du solo pour la relaxation. Il faut quand même avoir une extrême connaissance de soi pour être persuadé que la maîtrise qu'on a de ses éléments, de ses muscles, de son corps est complètement maîtrisée. C'est-à-dire que moi, quand je monte sur la dernière marche de mon escabeau pour réparer mon appli, je suis pas sûr. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect quand on s'entraîne, la préparation, et c'est aussi la question que je voulais vous poser, elle n'est pas déterminante aussi et en fait, il faut qu'elle soit absolument optimale pour que vous puissiez ensuite grimper dans sans être anxieux justement. Exactement, mais justement c'est ça qui me correspond en fait. Moi ce qui me correspond c'est d'être capable de faire quelque chose en étant sûr de moi, en connaissant mes capacités et donc en étant serein le jour J. C'est-à-dire qu'avant une grimpe, moi je suis complètement stressé, je suis une boule d'anxiété, mais dès qu'on a passé les 10-15 mètres, dès que la hauteur devient létale, là il n'y a absolument aucune porte de sortie. Et le seul moyen de rester en vie, c'est de terminer la grimpe. Ouais. Et donc à ce moment-là, justement, j'arrive à faire abstraction de tout le reste et à rester concentré et donc calme aussi, qui est quelque chose que j'ai du mal à atteindre au quotidien. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent se dire que voilà, j'ai une préparation mentale voilà, pour faire du solo. En fait, non, c'est l'inverse. C'est que je fais du solo pour retrouver ce bien-être que je n'ai pas au quotidien, ce calme d'esprit qui me permet de faire abstraction de tout le reste et juste me concentrer sur mes sensations. Et ça, vraiment, au quotidien, je sais qu'on est nombreux, nous, anxieux à ressentir ça, de ne pas être capable d'être dans l'instant présent, de ne pas être capable de ressentir les choses, parce qu'on est tout le temps dans notre tête. Mais ça, c'est vraiment mon... Enfin, le solo, c'est quelque part mon exutoire, quoi. D'accord, très bien. Catherine, ça doit vous parler, ça. Je reprends un peu le documentaire dont je parlais sur Arte. À un moment donné, vous êtes au Pays de Galles. Vous allez potentiellement grimper ce qu'on appelle alors vous allez me dire un stack, c'est ça, quelque chose qui sort de la mer. Et vous dites justement, pour votre approche du solo, que vous êtes toujours autorisé une marge. Une marge, en fait, avec laquelle vous grimpiez dans du 8, si je ne me trompe pas. Donc, quelle marge, en fait, en fait, et c'est aussi l'approche, à part celle d'Alain, l'approche de beaucoup de grimpeurs, même Alex Honnold, le documentariste réalisé, il s'autorise une marge de descente de 2-3 degrés pour être certain qu'il ne se passe absolument rien dans la c'est ça. Est-ce que les mots d'Alexis aussi sont... Tout à fait, oui. Oui, je ressens la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on est un peu stressé. Et puis, dès qu'on s'élève un peu, on est dans notre bulle. Mais une bulle où, quand même, tous les sens sont en alerte. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter à un truc qui n'est pas prévu. Mais on sait qu'on a la possibilité de réagir positivement et sans stress. Donc, c'est... voilà. Plus on monte, en fait, plus on est complètement habité par ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est une sensation assez rare de se retrouver aussi concentré à un moment donné pour faire une action dans laquelle, effectivement, on n'a pas le droit de tomber. Voilà. Et je comprends la maîtrise physique parce qu'elle s'entretient en salle, etc. Vous dites quelque chose aussi dans le documentaire, vous dites on est en maîtrise de chaque émotion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on maîtrise une émotion? J'imagine que vous avez pu avoir peur aussi, même si vous pensiez maîtriser la voix, vous avez eu peur dans les Grandes Jorasses, dans le Cervin, dans les Non, Gueurs. dans ces ascensions-là, j'ai pas eu peur, mais on n'a pas trop... Enfin, on n'est pas très surpris par ce qu'on va trouver, vu qu'on y est préparé. Du coup, il n'y a pas d'émotions négatives qui vont arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé, en tout cas, de me retrouver paniqué en disant oh là là, comment je vais. Contrairement à si vous lisez le livre d'Alain,
bon voilà, il s'est retrouvé dans les situations, il fallait qu'il se batte pour y arriver, quoi. Sinon, il y passait. Hmm. Donc, j'ai jamais eu, moi, ce genre d'émotion où je me bats pour survivre. Je Ouais. suis pas capable de. Je sais pas si je serais capable de me battre pour survivre, en fait. Ouais, bien sûr. Peut-être que je baisserai la garde très vite, j'en sais rien. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai jamais éprouvé. Du coup, Ouais. j'ai Ouais. évité de me mettre justement là-dedans. Et alors Alain, elle vous renvoie la balle un petit peu, la panique, vous l'avez vu Non, quand parce que moi, en et comment vous la fait, maîtrisez? même quand je suis à la limite de chuter, je ne suis pas dans la peur. Je suis dans l'action, je suis même dans le présent d'une façon qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quelques secondes me paraissent très longues en définitive. Je dirais que les plus beaux moments de ma vie que j'ai passés, qui ont été les plus longs alors qu'ils étaient très courts, c'était les moments où j'étais le plus à la limite de la chute. Vous citez beaucoup cette phrase de Rudolf Messner qui vous a conduit. Citez-la, je Plus vous en la prie. peur est grande, plus grand est le plaisir. Hmm. Donc, Donc, dans cette prise de risque, dans le fait de tromper la mort, de jouer avec la mort, vous êtes accompli aussi en tant qu'individu, en tant qu'homme, vous étiez plus heureux. Plus vous alliez proche de cette limite-là, plus vous ressentez du plaisir à faire ce que vous faites. et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, quand j'étais gamin, j'avais peur de tout. J'avais quasiment peur de mon ombre. J'avais très peur de la hauteur, de la chute et surtout de l'idée de la mort. Par contre, ben, j'avais un rêve. Je voulais devenir brave et courageux comme Zorro et Robin des Bois. Et puis, ben, je ne pouvais pas être ni Zorro ni Robin des Bois. Et puis, un jour, j'ai vu un film. C'est un avion qui se crache près du sommet du Mont Blanc. Et c'était Spencer Tracy qui était l'acteur principal. C'est un film qui a été fait en 1956. Ouais. Et c'est ce qui m'a inspiré. J'ai vu ces bonhommes grimper une montagne gigantesque. Et je me suis dit, c'est fabuleux. Quand je serai grand, je serai un grimpeur. Et vous, Alexis, c'est Alain Robert, votre super-héros, qui Alors, vous a. C'est clair que étant enfant, en fait, alors mon premier, on va dire, super-héros, c'était Ethan Hunt, Tom Cruise dans Mission Impossible. Ouais. Et ensuite, quand j'ai découvert, donc j'ai commencé à faire des recherches Google, j'ai tapé donc escalade sans corde, et là, sur quoi je tombe? Sur la fiche Wikipédia d'Alain. Alors là, évidemment, émerveillé, je me rends compte que toutes ces choses sont possibles dans la vraie vie. Et à partir de là, bon bah, c'est grimper sans corde, c'est devenu un rêve, tout simplement, qui est jamais vraiment parti. À l'époque, je ne sais pas, enfin, le mot free solo, je pense pas qu'il était autant démocratisé. Bon, j'avais quoi? J'avais 7-8 ans, donc c'était il y a un bail maintenant. Et enfin, je Il y a un suis bail, pas si âgé que ça. ouais. Ouais, ça fait un moment quand même. Ça fait Respectez, au moins 17 ans. Respectez-nous. Mais je veux dire, le mot free solo n'était pas commun en dehors du milieu de l'escalade. Ouais. Comme Ouais. il est aujourd'hui, voilà. Ah, ça a Mais, véritablement explosé avec l'Oscar oui, de complètement. Alex. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, la vision du solo, bah, je pense qu'on aura le temps d'en reparler Ouais. plus tard, mais la vision Ouais. du solo a complètement changé aussi. Mais donc effectivement, là, je me suis rendu compte que c'était possible dans la vraie vie. Et à partir de là, donc, je voulais être, je cite, un cascadeur d'escalade sans corde. Ok. Voilà, c'est mon père qui m'a dit que ça s'appelait comme ça. Il n'est pas Ok. grimpeur. du coup. Et à partir de là, évidemment, le rêve. Et puis encore une fois, j'étais un garçon très anxieux. Vraiment, j'allais chez le psychiatre pour ça. Enfin, c'était vraiment, ça me paralysait beaucoup dans Ah ma ouais. vie. Et en fait, tout s'est plutôt bien goupillé vers cette quête de la recherche du bien-être en fait et du calme intérieur que je n'avais pas autrement. Et aujourd'hui, pour- vous êtes aligné. Aujourd'hui, vous ne voyez plus de psychiatre. Non, ouais, c'est plus. Enfin, Ouais, alors déjà, je veux plus de psychiatre. Bon, je pourrais, hein, mais non. Par contre, je suis aligné. Disons que j'ai mon exutoire 3 Ouais. fois par an. D'accord. Ok. Mais par contre, Mais pour ça va mieux. rebondir, ça va mieux. Oui. Ok. Bon, il y a encore du Bah, ça a été travail. thérapeutique, en tout Il y cas. a encore Ouais. du travail, mais Ok, ça ok, va mieux. ok. Il y a encore un paquet de solo à faire avant que. Ouais, Non, ça je roule. rigole. Non, par contre, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Alain, je comprends tout à fait. C'est ça que j'aime aussi, c'est les sensations sur le moment, quelle que soit la peur, quel que soit le potentiel de danger, on ne ressent pas d'émotion. C'est-à-dire que toutes les émotions sont coupées. Pourquoi? Parce que une émotion n'aidera pas en fait à s'en sortir. Hmm. Il n'y a que l'action. À part de ce moment-là, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute, il n'y a plus rien, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai déjà été dans des situations, alors évidemment incomparables avec celle d'Alain, hein, je précise, mais dans lesquelles on va dire j'aurais pu paniquer, Hmm. j'aurais pu faire n'importe quoi,
Mais voilà, même une fois, je me souviens que j'ai eu un petit problème arrivé à 20 mètres sur la tombe Parnasse. Et en fait, j'ai fait ce que je devais faire pour aller en haut, et j'ai oublié que cet événement était arrivé. J'ai dû regarder les rushs 1 an et demi plus tard, et je me suis dit, mince, ah oui, c'est vrai que j'ai eu un problème là. Et je me souvenais pas, parce qu'en fait, quand tu es concentré, quand tu as ce focus-là, tu déconnectes tellement les émotions que tu n'as même plus même la mémoire n'est plus là. Tu es tellement dans le présent que tu n'as même plus... T'enregistres rien, quoi. C'est à la fois très clair et aussi assez difficile à comprendre. Je ne sais pas quelles émotions vous allez avoir dans la salle, mais de s'apercevoir qu'on peut être en maîtrise de ses émotions à 300 mètres du sol, même quand il se passe quelque chose, que ce soit un peu de boue sur les chaussons ou quelque chose qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps sur la Tour Totale avec Seb Boin. Peut-être pour comprendre aussi le free solo, ce que c'est, j'ai envie de m'adresser à vous, Catherine, et plutôt à la narratrice de la BD. Il était une fois de l'escalade. Pourquoi en fait, comment ça a commencé, les premiers qui sont arrivés sur les rochers sans corde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en fait quelqu'un décide comme ça de se dire je le tente sans sécurité, sans attache, sans rien du tout Alors ça, on remonte à l'histoire de l'escalade, mais l'histoire de l'escalade, au début, les grimpeurs ne connaissaient pas les pitons, ne connaissaient pas les mousquetons, donc ils grimpaient avec une corde en chanvre avec laquelle ils s'assuraient et qui passait autour de béquets. Donc, autant dire que c'était assez aléatoire. Et puis enfin, en 1910 ou 1909, le piton a été utilisé. Alors, au début, il passait juste la corde par-dessus. Ce n'était pas un piton avec un trou, c'était juste comme un crochet, où il passait la corde pour s'assurer. Bon, et les grimpeurs d'avant pensaient quand même mettre des pitons, c'est un peu tricher. C'est comme... c'est l'évolution aussi de l'escalade et de l'alpinisme qui est... Tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a un artifice, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ? Et après, le mousqueton est arrivé, ils ont commencé à passer la corde dans le piton, et dans le mousqueton grâce au piton, et à s'assurer. Et là, il y a plein d'alpinistes, de grimpeurs, comme Paul Preuss, qui a été on pourrait dire le premier à vraiment grimper en solo et refuser cet artifice d'assurage. Et donc, on dit que c'était les premiers qui ont grimpé sans corde, mais en fait, c'est un peu faux parce qu'ils ont commencé avant sans corde. Et lui, il a refusé le matériel. Et alors aujourd'hui, après l'escalade est devenue, on a grimpé grâce à l'assurage, on a pu franchir des niveaux supérieurs. Et ensuite, il y a des gens qui se sont permis de tirer sur le piton pour progresser. C'est-à-dire que c'est de l'escalade, ce qu'on appelle artificielle. Et dans les années 40-50, il y a plein de passages difficiles qui sont franchis comme ça. Et puis ensuite, le jeu a changé. C'était grâce aux Anglais d'ailleurs et aux Américains qui, eux, ont dit le jeu, c'est de ne plus tirer sur le point de protection. Et donc, on appelle ça l'escalade libre. Et nous, en France, c'est grâce à Claude Barbier, qui était un Belge, qui a commencé à dire on va jaunir les points. Jaunir, ça veut dire qu'il peignait en peinture les pitons qu'il arrivait à franchir, les passages qu'il arrivait à franchir sans toucher le piton. Et donc, on a appelé ça jaunir. À l'époque, tu te souviens, on grimpait en jaune. On grimpait en jaune. Et donc, et en fait, c'était de l'escalade libre. Et après, maintenant, c'est le jeu complet de l'escalade. C'est-à-dire que ce jeu est resté. Alors maintenant, le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure. Moi, je vois maintenant même que je trouve qu'il y a beaucoup les pitons sont de plus en plus rapprochés. À Bioux, quand on a démarré, les pitons, ils étaient loin. Donc, il ne fallait pas tomber malgré tout. Et aujourd'hui, c'est presque tous les mètres, comme dans les salles d'escalade. Mais du coup, le niveau technique progresse encore. Bien sûr. Voilà. Alors, en fait, on grimpe avec la sécurité. C'est un des sports où il n'y a pas beaucoup d'accidents aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais vous avez connu tous les deux, et surtout vous, Alain, aussi, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, un certain âge d'or du solo dans les années 70 et 80, avec la démocratisation aussi, et un certain esthétisme qui provenait aussi de certaines réalisations. Les années 80, en fait, c'est grâce au film de Patrick Hédinger, voilà, La vie au bout des doigts. Mais donc, on est dans cette période-là. Vous pratiquez le solo dans cette décennie-là. Il y en a un qui attire la lumière. Il y en a un qui attire la lumière, exactement. Il y en a qu'un qui attire la lumière. Qui est Patrick Hédinger, tout à fait. Voilà. Et donc, parce que Alain faisait déjà les solos beaucoup plus engagés d'ailleurs que Patrick. Oui, bien sûr. Et puis vous grimpiez beaucoup moins avec une corde que Patrick aussi. Oui, moi
moi, c'était pas un truc. Et aujourd'hui encore, hein, je dis que j'arrêterai de grimper quand je pourrai plus grimper en solo. C'est-à-dire que c'est vraiment une vie à grimper en solo et je vois pas l'intérêt aujourd'hui de grimper avec une corde. Ouais, ouais. Donc quand je pourrai plus grimper en solo, bah, j'arrêterai de grimper. Voilà. Merci Catherine. Mais vous nous entendez bien, ça va? Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que mon micro marche absolument pas. Je fais ça, mais. Mais moi il non plus, hein, j'ai Ah ouais, pas ok. l'impression que. Ouais, mais je Allô, pense allô. qu'on a Marche pas. des super voix en fait. Je pense que tout le monde nous entend. Là, ça allait bien l'acoustique. Bien, Ouais. test, test. Super acoustique. On va refaire la parenthèse. Pardon, Alain. Oui, donc 91. Après, la décision que vous prenez en 91 de transiter vers des buildings en solo toujours, hein, donc sans corde, 94, les 94, buildings. pardon. Parce que 91, pardon, oui, je confonds avec La Nuit du Lézard, cette réalisation très aléatoire. 91, c'est mon année la plus folle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai tombé à peu près 10 ou 12 voix en 8e degré, dont 2 8B, qui étaient les premiers 8B en solo dans l'histoire de l'escalade, mais surtout des voix très aléatoires comme La Nuit du Lézard, donc qui posent des questions à beaucoup de grimpeurs, en définitive. Oui. Ouais, qui sont même parfois même incompréhensibles. Pourquoi vous transitez sur le building parce que vous êtes arrivé au bout du Alors rocher? c'est une opportunité, et puis c'est aussi parce que je me suis rendu compte que ça faisait quasiment 10 ans que j'étais dans le 7e degré et le 8e degré en solo tous les jours, au quotidien. J'étais complètement, on appelle ça un Stakhanovitch, si je me souviens bien. Tout à fait. Et donc, je me disais, bon, si c'est pas demain que tu meurs, c'est après-demain. Donc, j'étais un petit peu arrivé dans ce constat. C'est-à-dire, je me rendais compte que de toute façon, je ne pouvais pas aller plus loin. J'avais poussé le niveau au niveau de l'engagement, c'est-à-dire de voix aléatoires. Souvent, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire aléatoire. Aléatoire, ben, c'est lancer les dés. Et puis, ben voilà, vous arrivez en haut si vous avez un double 6, et si vous avez un 5 et un 6, vous tombez. C'est ce que vous disiez beaucoup dans Pol Pot, hein, c'est 50-50 quoi. Ben, 50, en fait, 50 je tente, c'est ça, 50. puis c'est ce que rajoutait Alex Honnold récemment dans une interview dans Summit Journal. Il expliquait que quel que soit le nombre de fois qu'on puisse aller dans Pol Pot avec une corde, le jour où on l'a fait en solo, c'est une partie de roulette russe. Ouais. Alors moi j'ai l'impression, c'est une impression de profane, hein, vous allez peut-être me corriger, mais Alexis, je me tourne vers vous. Le solo maintenant a transité aussi vers l'histoire d'Alain, vers du building. Je vois pas beaucoup qu'on parle de voix en solo maintenant dans du neuf, qui sont en fait, voilà, qui est le 9e degré qui vient d'être passé. Vous l'avez décidé de ne pas faire de rocher. Pardon, c'est peut-être pas ça. En tout cas, vous faites que du building. Comment vous suivez, vous, avec votre plus jeune âge, l'évolution du solo intégral? Alors, il y a beaucoup d'éléments auxquels répondre. Déjà, pour complémenter ce que dit Alain, Alain, quand même, t'as fait des trucs incroyables en building aussi. Hein, je veux dire, t'as fait t'as fait des trucs extrêmement aléatoires en building aussi. T'as fait des trucs. La Touareg, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais personne peut le répéter. C'est-à-dire que même avec une corde, en fait, ne serait-ce qu'une question de gabarit, déjà pour rentrer ses doigts dans la fissure. Donc, t'as fait des trucs aussi. Enfin, t'as frôlé la mort un nombre incalculable de fois en building aussi. Donc, bon, alors, évidemment, j'imagine que c'est incomparable avec le rocher, mais enfin. T'es quand même resté sur ta lancée de grimpe aléatoire et extrêmement audacieuse tout au long de ta carrière. Enfin, d'un point de vue extérieur, c'est comme ça que je le vois. Mais... Quand j'ai commencé les buildings, j'ai eu exactement la même démarche qu'un rocher. Ouais, hein, c'est-à-dire, j'ai essayé de pousser le jeu, le niveau de difficulté le plus loin possible. Donc j'ai toujours été fasciné par cette idée de grimper à ma limite. À la limite, quoi. Bah, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est justement pour ça que tu grimpes. Et personnellement, moi, j'ai toujours ce désir-là. C'est ça qui, moi, me fait avancer, de toujours pousser le niveau plus, c'est-à-dire me repousser mes limites. Mais je le fais avec une démarche de quête de sérénité et non de trouver cette limite-là et de flirter avec. Mon but, c'est pas de le flirter avec, c'est de la repousser pour me sentir bien un maximum de temps. Mais néanmoins, je précise ma démarche, même si elle vient après plusieurs années d'introspection, je sais maintenant d'où elle vient de mon anxiété, etc. Mais le but sportif, ça reste de pousser mon niveau à mon échelle le plus loin possible. Et pour te répondre aussi concernant cette différence avec le solo et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on voit plus grand monde faire du solo en extérieur. Déjà, je pense que comme tu l'as dit, il y a un âge extérieur, oui, d'or. mais pas sur le rocher, quoi.
Pas sur le rocher, Mhm. oui, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, il y a eu un âge d'or du solo. Et Ouais. déjà, je pense que c'est une mode qui est parmi les pratiquants qui est un peu passée. Et parmi le public qui, au contraire, a augmenté. C'est-à-dire que beaucoup de gens maintenant aiment le solo à regarder, Mhm. avec évidemment le documentaire d'Alex Honnold, c'est ça qui a joué Mm. de ce côté-là. Par contre, il y a de moins en moins de pratiquants, effectivement, parce qu'en plus, le solo, comme disait Catherine, c'est quelque chose qui vient à l'origine du milieu de la montagne. Et maintenant que le milieu de la montagne et le milieu de l'escalade partent dans des chemins vraiment différents, et ben, inévitablement, on a moins de personnes qui font du solo sur le rocher dans le milieu de l'escalade. Je pense que c'est une des Vous êtes, raisons. vous êtes d'accord, Catherine, avec cette explication? Alors moi, je suis pas sûre qu'il y en ait moins. Ouais. Peut-être qu'on les connaît pas. Ouais. Et ça, on le sait pas. Et c'est paradoxal. Par exemple, On est- Alain, il a fallu combien de temps pour découvrir qu'il faisait du solo? Au Oui, bien départ, sûr, il n'était mais- pas très médiatisé. Je Et nuancerai- c'est grâce au building qu'il a été un peu connu. Oui, bien sûr, mais Mais- on était dans une époque où, dans les Oui, années justement, 80, on n'avait c'est- pas de GoPro, etc. Oui, C'est mais paradoxal parce qu'aujourd'hui, il y a dans la des- société je du suis spectacle dans persuadée laquelle on qu'il y a des est, gens qui font du solo. caché. Ah ouais. Il y en a sûrement, mais je veux dire, Intéressant. le milieu de l'escalade aujourd'hui se rapproche de quelque chose où la plupart des grimpeurs aujourd'hui sont des grimpeurs de salle. Enfin, je veux dire, en Oui, termes c'est de vrai. pourcentage, et c'est vrai que du coup, moi, enfin, parmi cette majorité-là, on trouve des gens qui sont même moins intéressés par l'escalade en falaise qu'avant, mais je veux dire, je parle juste sur un terme de pourcentage. C'est vrai que quand je disais qu'il y en a moins, je parlais vraiment en termes de pourcentage, effectivement. Mais du coup, globalement, ça explique qu'il y a un désintérêt par rapport à la majorité, mais parce qu'il y a un nouvel intérêt pour l'escalade moderne, Ouais, artificielle. l'escalade en salle, c'est l'escalade. Ils ont vu les compétitions aux Jeux Olympiques et tout. Maintenant, il y a des gens qui pratiquent que de la salle. Hmm, Et au départ, il y en a certains que c'est que pour du fitness, puis d'autres c'est pour le jeu. hmm. Et puis voilà. Enfin, c'est un jeu super sympa. Enfin, moi, j'adore aussi. Mais j'aime bien aller sur le rocher aussi. Mais je comprends qu'on puisse rester qu'en salle. Ouais, bien sûr. Et ils iront jamais dehors, Mm. effectivement, ceux-là. Et, J'aimerais. Pardon. Oui, Pour te voulais répondre très dire quelque chose, rapidement, ouais. j'ai grandi en ville. Pour ta question de pourquoi je fais pas de rocher, j'aimerais beaucoup faire du rocher. J'ai grandi en ville et j'ai fait partie de cette génération-là qui a connu le salle escalade et qui a grandi avec le salle escalade. Inévitablement, ça a influencé mon choix et mes rêves, en fait. Mais grimper des buildings, ça a toujours été mon rêve d'enfant. Attendez, monsieur, on va consacrer 20 minutes à vos questions, vous inquiétez pas. Et avant qu'on les prenne, justement, j'aimerais juste évoquer un point, qui est d'ailleurs la promesse un peu du titre, le point de la responsabilité de cette médiatisation. Vous en parliez, Alexis, le solo est de plus en plus médiatisé via, encore une fois, on le cite beaucoup, Alex Honnold, son Oscar, etc. Mais aussi, je ne sais pas combien de millions de vues vous faites sur vos ascensions en building, etc. Alors, on n'est pas sur France Culture, je n'ai pas envie de vous donner 4 heures pour faire de la philosophie, mais est-ce que c'est une question que vous posez, la responsabilité que vous avez aussi à médiatiser ce genre d'exploit, d'ascension, auprès d'un public qui pourrait être tenté ensuite de le faire? Catherine, vous avez très envie de répondre. Non, mais moi, je pense que les gens, ils sont admiratifs, mais ils vont pas copier. J'y crois pas, hein, parce que ça fait peur. Moi, j'ai jamais vu des gens qui ont dit je fais du solo parce que je t'ai vu en solo. Enfin, c'est jamais arrivé. Et je pense pas que quand les gens voient Alain ou toi aussi, personne ne va dire je vais faire du solo parce qu'ils font du solo. Enfin, non, je pense que Alex Honnold, il a pas de gens qui copient. Enfin, qui copient. Il y en a peut-être qui en rêvent, mais enfin, après, faut se donner les moyens. Oui, bien sûr. Mais je ne crois pas que ce soit un mauvais exemple. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ce que je dis souvent aux gens, je disais de toute façon, même si tu voulais le faire, puisque tu grimpes pas, tu décollerais pas. Donc, si tu décolles pas, tu pourras pas le faire. Donc, non, mais parce que voilà, cette idée toujours de dire, de te lancer la pierre, de dire ouais, c'est pas un bon exemple et tout, ce que tu fais pour les jeunes, etc. Mais c'est vrai que je veux dire, les premières personnes qui ont commencé à faire des buildings en solo, c'est 25 ans après que j'ai commencé cette activité. Donc ça a pris un temps énorme et c'était pas des farfelus, c'était des mecs qui s'étaient entraînés, qui faisaient de l'escalade en salle, en bloc, et donc ben voilà, ils avaient une connaissance de l'escalade et ils se sont lancés dans l'escalade en solitaire. Donc c'est pour ça que moi je suis pas inquiet. C'est pas demain la veille qu'il y aura des dizaines de gens qui vont se tuer en solo sur les buildings ou sur les falaises. Hein. C'est complètement mythologie. Ok. Alors effectivement, je suis complètement d'accord avec Catherine et Alain.
Je mettrais aussi quand même un élément en plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme, à l'époque où Alain grimpait, il y avait une forme de distance entre lui et le public. C'est-à-dire que la télé, les médias, c'était quelque chose de très important, qui mettait une forme de distance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde déjà est quelqu'un déjà sur les réseaux. Donc déjà, ça met tout le monde sur une forme de pied d'égalité, ce qui est très bien. Enfin, vous êtes plus quelqu'un quand vous avez 1 million d'abonnés que quand vous en avez 1000. En fait, pas vraiment, parce que tout le monde aujourd'hui. En fait, maintenant, il n'y a pas de Ça a une différence binaire. C'est-à-dire que c'est pas lui, il est à la télé et moi, je suis sur le canapé. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux. Et en fait, vu que la différence n'est plus binaire, cette distance-là, qui est moindre et qui est, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est très bien. Mais par contre, du coup, sur l'exemple qu'on donne, et là, quand je dis ça, je pense plus à moi, à ma génération, plutôt qu'à celle de Alain ou Catherine. On a effectivement une distance qui est plus proche, qui est plus petite entre les viewers et nous. Et donc aussi une distance où cette personne-là peut se dire bon, finalement, cette personne-là, elle est sur Instagram comme moi. Et ça, c'est pour les gens qui connaissent via Instagram, donc pas forcément des gens qui font de l'escalade. Donc c'est ça qu'il y a ce côté-là quand même qui est assez important. Et c'est pour ça que personnellement, je mets un point d'honneur à montrer que non, je suis athlète. Je dédie ma vie à ça. Je sacrifie même ma vie au sens propre comme au figuré. Donc c'est pas des blagues et voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus important, c'est de montrer l'image que c'est derrière. Vous dites ne faites pas ça chez vous. Enfin, il y a déjà, quand même un message. Je le dis, mais je pense que le dire, je pense qu'il faut le dire. Déjà d'un point de vue même contractuel, j'ai envie de dire. Ouais. Mais même en dehors de ça, juste montrer. Pour moi, le plus important, c'est de montrer que c'est quelque chose, que c'est pas rien, que c'est pas je suis pas un youtubeur ou quoi, non, je suis athlète, c'est-à-dire que ma vie est dédiée à ça, et ça c'est important pour que les gens comprennent que ok, non, c'est pas n'importe qui peut faire ça du jour au lendemain, et c'est pas non plus pour n'importe qui. Bien sûr, d'où l'impérieuse nécessité de dire qu'il faut s'entraîner, que c'est des choses qui sont qu'on décolle pas comme dit. Et je pense que c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le montrer. Ouais, tout à fait. Le temps file, les amis, et nous sommes déjà à la fin. En tout cas, de mes questions, j'en ai 1000 autres, mais j'avais fait la promesse d'en prendre dans la salle. Monsieur, vous en aviez une. Voilà, on a 20 minutes, donc sentez-vous libre de poser vos questions. Tu veux prendre un... Là, il est filaire, c'est peut-être plus galère, non? Celui-là, ok. Celui-là est... Ouais. Hop. On est bien devant. Ah oui, là. Une première remarque née de la discussion entre les deux générations. L'escalade d'aujourd'hui est soumise à la dictature de l'urgence. Et donc, on doit faire 2 courses dans la même journée en prenant le téléphérique. Et dans les années 60-70, on faisait des marches de plusieurs heures pour accéder au refuge avant de grimper le lendemain, et quelquefois on descendait le 3e jour. Et donc, regardez bien dans les pratiques des plus jeunes, cette dictature de l'urgence qui vous fait vous exciter sur des choses intenses, mais en étant pressé. Et même votre mode respiratoire montre que vous n'êtes pas serein, en ce qui me concerne. Et j'ai entraîné beaucoup d'athlètes. Et ma question pour vous deux, Alain et Catherine, c'est que pour entrer dans cette connaissance du corps fluide, de ce mental pour aller dans le solo, ça prend des années d'entraînement, aussi bien physique, émotionnel que psychique. C'est quoi les états d'être pour grimper en solo et le temps qu'il faut pour atteindre cette capacité à le faire? C'est ça ma question pour vous deux. En fait, c'est une question qui est un peu compliquée. En fait, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis retrouvé où pour moi, grimper en solo, c'était devenu normal. C'est-à-dire que je ne voyais plus l'intérêt d'utiliser une corde parce qu'en fait, j'avais besoin de ressentir l'émotion qu'on arrive à ressentir quand on grimpe en solo. Quand on est dans le Verdon, par exemple, c'est bluffant. Même encore aujourd'hui, quand je vais au Verdon, je me dis, putain, grimper en solo dans les gorges, c'est extraordinaire. Au niveau de la sensation, au niveau du feeling, et c'est pour ça que je me suis promis qu'en fait, j'arrêterai l'escalade quand je ne pourrai plus grimper en solo. Donc, c'est vraiment une vie dédiée à l'escalade en solo. Et puis, voilà, je suis fait comme ça. Et si tout était à recommencer demain, je pense que je recommencerais la même chose. Je ne serais peut-être pas tombé en 82, mais voilà. Alors, moi, c'est... Le solo, j'en fais pas. Enfin, si je suis plus capable de grimper dans du 3 ou du 4...
comme ça, mais ça me dérange pas plus que ça. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est de jouer avec la structure et de voir ce que je suis encore capable de faire, mais avec une corde. Et voilà, ça, c'est le jeu que j'aime. Voilà, j'aime grimper même en salle, j'aime grimper sur n'importe quel rocher avec la sécurité. Mais en solo, moi, je peux faire du 5 en solo, mais voilà, ça m'excite plus comme. Voilà, c'est bon, quoi. Après, si je veux parler vous parliez des gens qui sont dans l'urgence, etc. Les jeunes, aujourd'hui, en alpinisme, ils sont obligés de marquer leur territoire. Ils réinventent un jeu. Et pour se montrer, ou pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, effectivement, ils enchaînent des parois. Alors, soit en enchaînant avec un parapente, soit ils n'utilisent plus les téléphériques, les hélicos et tout ça, c'est fini ça. Ça ne fait pas partie de l'éthique. L'éthique, c'est d'enchaîner avec des moyens naturels. Et du coup, bah, c'est un autre jeu. C'est un autre jeu où ces gars-là, ils sont vraiment très, très forts. Et moi, j'admire ce niveau-là aussi. Et c'est une façon d'obtenir de la reconnaissance. Et donc, en fait, on voit moi maintenant, avec tous les bouquins que je publie, je vois que de génération en génération, bah, le jeu change, évolue, et voilà, c'est l'histoire, quoi. Et ça, c'est intéressant. J'aurais juste une question par rapport. Non, il y en a une là-bas. J'aurais juste une question par rapport. Là, on parle beaucoup de free solo, mais en fait, ma question, c'est votre rapport à la corde. C'est-à-dire que, par exemple, quand Alain Robert et Alexis Landau, quand vous faites le Burj Khalifa, vous êtes encordé. Quel est votre rapport aussi à ce moment-là? Et pareil, Catherine, pour la falaise, pardon. C'est juste, alors, pour la falaise ou pour le Burj? Non, pour l'ensemble, en fait. Bah justement, c'est assez différent. Le Burj et la falaise, là-dessus, le Burj, on considère comme une réussite, surtout. Alors je dis je parle pour moi, mais je pense qu'à mon avis, ça te paraît pour toi. Mais ouais, voilà, En fait, le Burj, c'est pas quelque chose que Alain comme moi, on aurait dans tous les cas envisagé en solo. Donc, bon, c'est clair que voilà, grimper le Burj en solo, ça a pas de sens. Et à moins de faire 3,50 m, voilà, on l'aurait pas envisagé en solo. Et pour le coup, je pense que voilà, encore une fois, je veux pas parler en ton nom, mais toi comme moi, on voit ça comme une réussite professionnelle, parce que c'est quand même très différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est clair que c'est vraiment pas du tout le même état d'esprit, quoi, très clairement. Alors moi j'ai une réflexion par rapport à la notoriété. Alain, une fois je t'avais rencontré, tu m'as dit, moi les buildings je les fais, c'est pour être connu. Et après je pense que tu t'es pris au jeu. Allez, maintenant je repousse la limite, et tu as refait la même chose qu'en rocher, en fait. Voilà. Et au départ c'était plus ça. Et en fait le building, les gens ils sont beaucoup plus impressionnés de voir quelqu'un grimper en building que grimper en falaise. Et d'ailleurs, c'est pour ça, malheureusement, que tu n'as pas la reconnaissance que tu aurais mérité en rocher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es bien reconnu sur les buildings, mais pas vraiment en rocher. Et que c'est injuste. C'est injuste parce que bah voilà, tu as fait des choses qui n'ont jamais été réalisées par d'autres grimpeurs. Tu as été le seul à le faire, et les buildings t'ont permis d'enfin exister. Et puis là, par contre, tu as joué un autre jeu après. Tu t'es pris au... on est tous grimpeurs, on aime jouer, on aime progresser, et tu as fait la même chose dans les buildings. Et alors, c'est pour ça que à la fin de ton bouquin, il y a toutes les cotations. Moi, je ne savais pas qu'il y avait les cotations des tours en fonction de la difficulté, de l'aléatoire. Voilà. On a essayé de faire ça. D'ailleurs, c'est avec Alexis. À un moment donné, je me suis dit, c'est David en fait. David Charme qui m'a dit, Alain, il m'a dit, ça serait bien que tu élabores une classification comme en falaise. Et du coup, j'en ai parlé à Alexis. Comme Alexis, c'est quand même le grimpeur urbain le plus prolifique en France après moi. Du coup, on a échangé. Je lui ai dit, sur les buildings qu'on a fait tous les deux, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, on a établi... une échelle de cotation. qui va de 1 à 10. Donc, et j'ai mis pour mon escalade la plus difficile, la tour Areva ou Framatome à l'époque, et qui serait
on pourrait penser que ça serait quand même du 8e degré en solo. Donc c'est quand même très sérieux. D'autant plus que la fissure n'est pas régulière, donc il y a des moments où ça passe quand même un peu au taquet. Et voilà, donc il faut se battre, quoi. Mais c'est vrai qu'à ça, j'ajouterais qu'aussi, c'est tellement un effort qui est différent et un engagement qui est différent de l'escalade traditionnelle que c'est pour ça aussi que c'est incotable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment mettre une échelle de difficulté parce que les mouvements intrinsèques sont souvent en plus les mêmes. Et pour la Tour Areva, déjà, pour quelqu'un comme toi, ça va être extrême, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être littéralement impossible. Donc en plus de ça, il y a quand même ces différences-là qui vraiment sont tellement grandes que c'est vrai que côté, moi aussi, on me demande de dire bah, ce serait combien si tu devais coter. Je dis bon, bah, c'est pas cotable. On me dit non, mais si tu devais coter, bon, en fait, c'est impossible. C'est trop différent. C'est comme si on disait. Et toi, tu l'as faite la Tour Areva? Ah non, 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 je la ferais honnêtement, même encore D, ce serait pas possible. Mes doigts ne rentreraient pas dans la fissure. Vraiment, c'est. Alain, avec ses mains, c'est passé. Je pense que déjà que moi, ça rentre moyen sur les 10 premiers mètres. Apparemment, ça rétrécit. Enfin, c'est divisé par deux. La fissure est divisée par deux. Donc, je sais même pas si je pourrais rentrer le bout du chausson, quoi. Honnêtement. Vous allez aller jusqu'où sur ces cotations? Ah ben moi, c'est fini. Non, non, mais ça sert à rien, c'est pour nous. Hein. En fait, c'est pour la postérité. En fait, moi j'ai dit à Alain qu'il fallait qu'on fasse ça, surtout pour lui, en fait, pour la postérité. C'est-à-dire que pour que les gens se rendent compte que ce que Alain a fait sur les buildings, c'est des choses qui sont. Vous voyez ses performances sur le rocher, donc vous pouvez imaginer ce qu'il a fait sur les gratte-ciel. Et le problème, c'est que sur le rocher, les gens qui connaissent bien l'escalade savent ce que c'est Pol Pot, la nuit du lézard, etc. Mais même les grimpeurs connaissent pas ce que c'est que la Tour Eva, et c'est normal. Faut avoir essayé pour savoir. Et donc c'est important que pour la postérité, pour qu'après sa mort, les gens se souviennent aussi de ses performances sur sur Urbain, pour que les gens se rendent compte en fait de créer une échelle de cotation qui permet d'expliquer voilà bon bah ça c'est extrême, ça n'a jamais été répété, ça ne le sera jamais. Et voilà. Si ça l'est, je prends le pari que ça ne le sera jamais. Et dans ce cas-là, bah, voilà, on sait ce qui est dur et ce qui est plus facile. Mais par contre, la tour Sears, où c'est aussi une monofissure, peut-être un jour. Large, mais bon, il y a un demi-kilomètre d'escalade. Sans s'arrêter. C'est vrai, quand on démarre, on ne sait pas si on ne va pas tomber en panne de carburant. Juste pour préciser, un demi-kilomètre d'escalade, c'est combien de temps d'ascension? 1h30. 1h30, ok. Bon, ça dépend. Après, ça dépend de la grimpe. Le Burge, on en parlait, vous avez mis? On a mis 8-9 heures. 8-9 heures. Ça dépend de la grimpe, ça dépend de la personne. Par exemple, moi j'aime bien dire qu'en ce qui concerne les difficultés des gratte-ciel, il y a 3 facteurs. Il y a le premier facteur le plus important, ça va être la difficulté intrinsèque. Ça regroupe beaucoup de choses. Donc, quand je dis difficulté intrinsèque, c'est du mouvement. Est-ce que le mouvement est fatigant? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce que ça glisse? Est-ce qu'il est engagé? Est-ce qu'il est aléatoire? Mais surtout le niveau de fatigue, ou même est-ce qu'il est technique? Il y a ensuite la longueur du gratte-ciel, la taille de la grimpe, et aussi, qui est le facteur généralement le moins important, et aussi la capacité à se reposer. Quel type d'effort ça va être? Est-ce que c'est de la conti? Est-ce que c'est de la résie? Et généralement, c'est un mix des deux. Et ces 3 facteurs sont codépendants. Par exemple, un gratte-ciel qui est très haut sur lequel il n'y a pas de pause, il y a intérêt à ce que le mouvement soit pas trop dur. Un gratte-ciel où les mouvements sont durs et qu'il n'y a pas de pause, il y a intérêt que ce soit pas très haut. S'il est haut et qu'il est dur et qu'il y a des bonnes pauses, déjà c'est mieux. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'il note retrouver le TEDx Alexis Landau sur YouTube. Non mais c'est bien. Je veux juste m'assurer qu'on a pris toutes les questions. Ouais. Ouais, en fait. J'ai de la voix. Non, c'est juste pour l'enregistrement. Pardon. Oui, quand je me suis rendu compte que je pouvais véhiculer, comme j'étais médiatisé mondialement, je me suis dit autant utiliser mes escalades à bon escient et de faire des escalades pour des causes humanitaires, donc qui rapportent éventuellement de l'argent, hein, comme j'en ai organisé une à Montréal pour le Téléthon Enfant Soleil, alors qu'on me laissait grimper en solo 2 nuits au mois de mars. Il faisait très froid et c'était un building difficile avec une seule fissure. Et c'est ça qui est étonnant. Et ça s'est fait par exemple en 1998. J'ai fait aussi des trucs en solo pour le Téléthon en France également. Donc en fait pour des tas de causes humanitaires, même en Malaisie aussi, c'était pour les grèves du cœur. Donc c'était des choses comme ça, quoi. Ouais, parce qu'ils m'aiment bien les policiers en définitive. Combien de gardes à vue, Alain?
Voilà, j'en ai fait à peu près 200 de garde à vue. Bah, ils nous aiment bien, les policiers, ils ont notre photo au Comico. Il y a pas mal d'anecdotes à raconter quand même sur les gardes à vue aussi. C'est un peu fou parce que c'est vrai que c'est les pays où c'est un peu difficile, comme la Chine, la Malaisie, les États-Unis, c'est intéressant parce que on voit, il y a des scènes en prison qui sont, c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais bon, comme j'y reste pas très longtemps, c'est plus de la curiosité, de découvrir quelque chose. Le milieu carcéral, normalement, on n'a pas l'habitude de le connaître. Ou alors, en tout cas, quand on le connaît, c'est souvent pour un peu de temps. Alors que là, c'est juste un petit peu de la découverte, quoi. Un passage, quoi. Mais d'ailleurs, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que tu es la personne au monde qui a le fait de plus de prisons dans le monde entier. Je crois qu'il n'y a personne dans le monde qui a autant d'expérience C'est différentes. J'ai vu ça sur Internet, je me trompe peut-être. Ouais, mais c'est à peu près dans le genre. Mais bon, moi, personnellement, j'ai vraiment de très bons souvenirs de la prison. Ouais. Non, mais je sais pas si tu te rends compte, si quelqu'un devait écrire un bouquin sur le fonctionnement des différentes prisons dans le monde, tu serais la personne la plus adaptée, quoi. Ouais. Probablement. Mais en fait, bon, ils t'arrêtent pour des. Voilà, c'est parce qu'il faut le faire, mais tu sais très bien que tu vas ressortir, quoi. Bah oui. Non mais voilà, comme je dis, des fois d'ailleurs je me frite avec les flics, je leur dis, mais attendez les mecs, j'ai grimpé un building, je veux dire, j'ai pas attaqué une banque, j'ai violé personne, J'ai pas d'évasion fiscale. j'ai grimpé un building. Ouais. Je dis, faut revenir sur terre les mecs. Ouais. Ouais. Et au personnage aussi. Exactement. C'est Pour moi, il y a une forme de liberté de temps à autre de dire merde à la société parce qu'elle nous emmerde. Pas tout le temps, mais. Est-ce que oui. Bonjour. Il y a quelque chose que je n'ai pas très compris, c'est pourquoi l'envie d'être connu? Pourquoi la postérité? Pourquoi diffuser? Pourquoi vouloir passer au building pour être connu alors que votre démarche est personnelle de base? C'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Alors là, il y a quelque chose, les gens n'ont pas compris, c'est que le fait d'être connu, moi, ça me permettait, au lieu de faire un boulot à la con dans un magasin de sport, de gagner ma vie en grimpant. Et pour gagner sa vie en grimpant, il faut être connu. Donc l'idée, c'est pas d'être connu. À l'époque, d'abord, Internet n'existait même pas. Il y avait rien de tout ça. Simplement, si je voulais gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime, il fallait être connu. Je pense que ça répond très bien à votre question. Oui, merci. Et pardon, excusez-moi, Alexis, c'est la même chose pour vous aujourd'hui? Pardon. Ah oui. Vous, c'est la même chose, c'est histoire, la diffusion sur les réseaux, c'est aussi une manière de gagner sa vie tout en continuant juste avec votre passion? Oui, c'est ça, complètement. Moi, en fait, j'aimerais bien juste faire ce que j'aime dans la vie. Et c'est déjà un luxe énorme de juste pouvoir... C'est dur, je dois... c'est un luxe énorme, en fait, de pouvoir vivre de sa passion. Dans mon cas à moi, c'est en cours, en travaux, on va dire. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aimerais faire, en fait. Moi, juste vivre de ma passion, c'est un peu un rêve. Effectivement, alors il y a un autre ordre qu'effectivement juste être heureux durant sa vie. J'ai pas forcément l'envie qu'on se souvienne de moi après ma mort, particulièrement. Par contre, j'ai l'envie de faire des choses qui sont intemporelles. Et une performance, pour moi, c'est intemporel. C'est-à-dire que même une performance, même quelqu'un qui va faire du solo tout seul, en montagne, personne ne va le regarder. Personne ne sait même, personne n'était témoin de sa performance. Mais je pense que sans forcément être croyant, il y a quand même quelque chose qui est témoin en fait de ce qu'on fait. Je ne saurais pas l'expliquer. Le simple fait de réaliser une performance, c'est déjà quelque part être intemporel. C'est-à-dire que par exemple moi j'ai fait des performances qui ne sont évidemment pour l'instant pas du tout aussi impressionnantes que que les performances les plus impressionnantes d'Alain sur les buildings. Mais je sais que si un jour je meurs, ces performances-là resteront.
C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui est intemporel, qui est des témoins ou pas en fait. Et donc de cette manière-là, il y a une forme de postérité, mais qui n'existe pas dans le regard des autres, mais qui existe simplement. Je ne saurais pas l'expliquer, mais qui existe en fait, parce que ça a été fait. J'aimerais aussi rajouter un truc. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pendant à peu près 10 années, j'ai grimpé en solo, quasiment sans être jamais filmé, sans être jamais photographié. Il n'y avait pas de témoins très souvent. Il y avait personne. Il y avait mon chien des fois qui m'accompagnait. Et voilà, donc après, on peut me jeter la pierre d'avoir souhaité gagner ma vie en faisant de l'escalade, parce que j'avais pas envie de faire un boulot qui me plaisait pas. Je voulais grimper, je voulais pas être guide de haute montagne non plus. Donc, ben voilà, il fallait. J'ai compris très rapidement qu'il fallait passer par un système de médiatisation. Après, c'était pas l'envie d'être connu pour être connu, c'était l'envie de gagner ma croûte en faisant quelque chose que j'aime. Pardon, excusez-moi, madame. Que vous en avez pris, Alain ou Catherine, est-ce que si vous êtes, vous dites, allez, toi aussi fais ta vie, fais du solo tant que tu veux. Moi aussi, Alors, j'ai pris ce risque. Moi, si je parle de mon fiston, il ne savait pas ce que je faisais. Donc, il a découvert récemment. L'autre jour, j'étais en falaise avec lui, comme ça, pour grimper pour le plaisir. Et les copains à côté ont dit « Mais qu'est-ce que tu traînes avec des stivelles ?» Donc, c'est dire que son entourage ne savait pas que je grimpe. Enfin, voilà. Donc, c'est... Mon fils, il n'a découvert ça que sur le tard, et maintenant, il fait carrément autre chose Mais Non, il est parti dans sa passion à lui. Voilà, il fait autre chose et il existe par lui-même dans sa passion. Mais il a jamais tapé ton nom sur Google. Enfin, je veux dire, il a pas vu un documentaire de toi. Bah, maintenant, oui, il a 27 alors, mais à 20 ans, non. Donc il savait pas. Non. Ouais. Ah, c'est fou, hein. c'est Non. fou. Ouais. Non, il savait pas. Il a découvert ça grâce à ses copains. Ok. Voilà, vous avez grimpé grimper. avec votre fils. Hein. Ouais, ben en fait, c'était le désir de mon fils aîné, Julien. C'était il y a 2 ans en arrière. Il voulait à tout prix faire une ascension urbaine avec moi. C'est un bon sportif. Hein. Il a été dans l'armée, il était parachutiste, tout ça, mais il n'avait jamais grimpé. Donc, j'ai trouvé un truc qui ressemblait à peu près à un escalier qui s'appelle la Torre Akbar à Barcelone. Et puis, on l'a fait à 2. Ouais. Mais alors, ce qui était fou, c'est que, en fait, il a un niveau physique qui est quand même extraordinaire. C'est vraiment un athlète. Et il s'est complètement explosé les avant-bras, les jambes et tout. Il avait jamais autant souffert, autant poussé son corps physiquement de toute sa vie. Donc, c'était vraiment impressionnant. Excusez-moi, madame. Juste, je vais prendre une toute dernière question ici, parce que ça fait longtemps que tu... J'ai une question pour vous trois, en fait. À quel moment ça vous est venu à l'idée de grimper tout seul en free solo, sachant que vous êtes à 2 pas de la mort, comme ça? Moi j'avais... En fait, ma première escalade, c'est le building où habitaient mes parents, au dernier étage. J'avais oublié mes clés. Il fallait rentrer à la maison et puis j'ai vu que le bâtiment était assez facile. Il y avait des balcons, il y avait des gros trous et puis voilà, j'ai fait l'escalade. Et en fait, ça a été vraiment le départ de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est passé de ce gamin qui était chétif, qui avait peur de tout, et d'un seul coup, je devenais le héros que j'avais toujours rêvé de devenir. Et donc ça a marqué vraiment le début de ma carrière en escalade. Catherine, très rapidement, Alexis, et après on va conclure. J'avais déjà répondu tout à l'heure. Ok, très bien. Alexis? J'avais déjà fait une réponse un peu plus élaborée. Du coup, pour te répondre rapidement, en gros, moi, ça a toujours été un besoin chez moi et aussi un rêve. Et voilà, ça a mis beaucoup de temps pour passer du rêve à l'action. En fait, le temps d'écarter tous les doutes et d'être sûr de moi et de me lancer sur quelque chose de très facile. Donc ça a mis quand même, entre quand j'ai découvert l'escalade et quand je me suis lancé pour la première fois, ça a mis 11 ans.
On va devoir conclure. Merci énormément Alain, Catherine, Alexis. Alexis, on peut vous retrouver sur Instagram, votre compte, etc. En fait, sur tous les réseaux, mais bon, surtout Insta, YouTube. Ouais. Vous aussi d'ailleurs, mais surtout sur le salon aussi, puisque vous avez un stand sur lequel en fait votre livre, Alain, vous faites des dédicaces, donc édité par les éditions du Mont Blanc de Catherine. Donc n'hésitez pas à passer une tête aussi sur le stand. Merci énormément. J'espère que ça vous a un peu plus renseigné sur le free solo. Merci beaucoup. Les conférences continuent tout au long de la journée. Il y en a pas mal, donc n'hésitez pas à naviguer dans les salles.